Voilà, l'enregistrement est en cours. Donc ce qu'on va tenter, on va essayer de faire un partage d'écran à chaque fois juste pour que je présente l'exercice. Bien que je suis proche du micro si vous entendez très bien. Alors, le partage d'écran. Ça y est, ils l'ont enlevé. Donc, si ça coupe, comme d'hab, je reviens, le temps de me reconnecter, etc. etc. Ça devrait le faire. On essaye. Hop, c'est lancé. Démarrage du partage d'écran. Ah, mais c'est ça aussi que j'ai oublié de faire. Sinon, ça va être bugué. Donc, désolé, il y a encore un petit peu de choses à faire. Point de vue technique. Comme les ordi sont un petit peu longs. Alors, écran multiple. Bureau étendu. Ok. La caméra, vous me voyez bouger? Ok. La caméra, vous me voyez bouger? D'accord. Alors, on retente un partage d'écran. Donc, la techno, c'est bien quand ça marche. Je ne veux pas partager mon écran. Contacter les supports si le problème persiste. Ouais. Bon, ben on va pas le faire comme ça, on va faire comme d'habitude, et puis c'est tout. Hein, pas trop le choix. Donc, deuxième solution. Hop. Comme ça, je vais le faire. Je vais le balancer sur la projection. Normalement, la qualité vidéo, elle doit être bonne, Quentin. Pas grave, on le fait en 2 temps, et puis ça prend un peu plus de temps, mais c'est tout. On n'a pas le choix. Encore faut-il que ça sache. Je vais aussi vous préparer un quiz sur ce chapitre. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais mettre dedans, mais voilà, ça va falloir, juste pour voir si vous avez les notions. Alors, théoriquement, si je fais ça, clac, voilà, ça marche. Il faut juste que j'arrive à réduire la taille. Clac, et clac. Ok. Alors ensuite, qu'est-ce que vous voyez? Ah, rien. Mettre de lumière. Est-ce que là, ça va être mieux? À peu près. Et on en était donc à l'exercice 30, donc c'est celui-là. Et pourquoi c'est pas là?
Oui, j'y arrive. Miracle. Ça y est. Ok. Donc pour cet exercice 30, donc ça c'est à mon avis au lac Clément à Genève, là, pour le grand jet d'eau classique. Et on va sûrement. Ça c'est un exercice typique du bac, qui était tombé il y a assez longtemps. Et il fallait calculer la pression qu'il fallait générer à la base pour pouvoir obtenir la hauteur désirée du jet d'eau, qui est de je ne sais plus quelle hauteur. Je le fais après. 140. Voilà. Alors vous allez plutôt l'étudier du point de vue énergie mécanique, même si en plus maintenant vous avez les connaissances pour aller jusqu'à la pression, puisqu'on a fait un petit chapitre sur la pression et tout ce qui était hydrostatique. Alors, des vacanciers veulent vérifier si la hauteur du jet annoncée par la fiche est correcte. Donc toutes les forces de frottement seront négligées. Donc comme les forces de frottement sont négligées, on considère que le système est conservatif. Établir l'expression d'énergie mécanique d'un volume d'eau de masse M dans deux cas, lorsqu'elle est à la surface du lac et lorsqu'elle a atteint le point culminant de sa trajectoire. Donc deux calculs d'énergie mécanique à faire. On va voir pourquoi. Montrer alors que l'expression littérale de la hauteur maximale h atteinte par le G peut s'écrire h égale b carré sur le G. Et à partir des informations, calculer h pour faire l'application numérique. Et il va sûrement y avoir une petite différence quand on expliquera pourquoi il y a cette différence. D'accord? Voilà pour cet exercice. Alors on va réviser. J'éteins ça. Je remets de la lumière. Vous voyez correctement. Et on est parti. C'est donc l'exercice 30 pages 300. Alors la première question, l'énergie mécanique à la surface du lac. Petit 1. Énergie mécanique à la surface. Où est-ce que j'ai foutu ça? Alors, qu'est-ce qu'il faut considérer? Première chose, vous allez dire que l'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. D'abord, l'énergie mécanique en un point, c'est son énergie cinétique plus son énergie potentielle. Et ici, il n'y a que d'énergie potentielle de pesanteur. C'est parce qu'on a une certaine hauteur que l'on possède, que le volume d'eau va posséder une certaine hauteur. En prenant l'origine des potentiels. Alors, à quel niveau est-ce qu'on va prendre l'origine des potentiels? Toutes les réponses sont correctes. Vous pouvez très bien prendre l'origine des potentiels au centre de la Terre, à la surface, ou alors à la hauteur maximale. Mais d'après vous, qu'est-ce qui va être le plus simple? Ouais, exactement. Au moins, on va avoir une altitude 0 et ça va être beaucoup plus simple pour les calculs. Mais on aurait très bien pu faire ces calculs en prenant une valeur de l'énergie potentielle de base à un autre endroit. Donc, en prenant l'origine des potentiels au niveau de la surface. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc là, on est au niveau, j'ai une altitude Z, là je suis à 0. Mon lac est là. Et j'ai mon jet d'eau qui fait ça. Ça. Et il va jusqu'à l'altitude qu'on va appeler Z max.
on est à la surface. On a dit que on possède une certaine, si on fait une échelle de l'énergie potentielle, on va mettre en jaune, ici on va être à 0 puisque c'est notre origine. Et là, on sera à une énergie potentielle pour l'altitude Z max. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Maintenant, on va définir en fait cette énergie mécanique en termes d'énergie cinétique et d'énergie potentielle de pesanteur. Est-ce que à la surface, donc à l'altitude 0, le volume d'eau que l'on considère possède une énergie cinétique? Oui, puisque justement, c'est parce que on donne une certaine pression à cette eau à la surface qu'elle va pouvoir monter, et donc elle obtient une certaine vitesse de montée. Maintenant, au fur et à mesure que le volume d'eau monte, que fait la vitesse? Que fait la vitesse de ce volume d'eau au fur et à mesure que l'eau monte? Alors, Clémentine, si la vitesse augmente, ça ne va pas être possible. Si la vitesse augmente, elle va aller de plus en plus vite, et donc elle va diverger, on appelle ça vers l'infini. Donc elle va obtenir une vitesse et une énergie qui est infinie. Alors au contraire, pour Colline, oui, au fur et à mesure qu'un objet monte, forcément, sa vitesse diminue. Pourquoi? Parce que son énergie cinétique se transforme en une énergie potentielle. Et comment transformer une énergie cinétique en une énergie potentielle? En faisant diminuer sa vitesse. D'accord? Donc, la vitesse diminue jusqu'au moment où elle atteindra quelle valeur spécifique? Exactement, Clémentine. Au bout d'un moment, la vitesse va devenir nulle. Et quand la vitesse sera nulle, c'est là qu'on aura justement la hauteur maximale atteinte du G2. Ok? Donc c'est ça notre paramètre à comprendre. Alors, comment on va rédiger ce truc? Ainsi, complètement, EM pour Z égale 0, c'est égal à 1 demi de M. Est-ce qu'on a une notation pour la vitesse à la surface? La vitesse de sortie de l'eau est de 200 km/h. C'est dans les données, le jet d'eau en chiffres. Il y a 140 mètres de hauteur, vitesse de sortie de l'eau de 200 km/h, et on vous dit qu'il y a 0,5 m3 d'eau qui est projetée chaque seconde. Donc il y a une zone. Donc on va appeler ça V surface au carré. D'accord? Donc c'est purement à la sortie de l'eau, on a purement de l'énergie cinétique. Donc voilà notre expression. Au lieu de V surface, vous auriez pu l'appeler V0, c'est juste une question de notation. D'accord? Ça revient exactement au même. Alors, lorsqu'elle atteint le point culminant de sa trajectoire, ça c'est 1 A. Pour le B, EM pour Z égale, on va l'appeler Z max. Point culminant de la trajectoire. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Au point culminant, de la trajectoire, la vitesse devient nulle. Donc, on a uniquement
de l'énergie potentielle. AZ égale Z max. L'énergie est purement potentielle. Et donc, ce que vous pouvez dire, c'est que EM à Z max, ça va être pas d'énergie cinétique, 0, plus MGZ. Z max. En fait, si vous ne l'avez pas appelé Z max, parce que vous l'avez appelé H, ça sert à rien, ça revient exactement au même. Est-ce que ça va pour ces deux questions? Oh, Quentin, il est de retour. Est-ce que c'est bon pour ces expressions d'énergie mécanique à la surface et au point culminant de la trajectoire? Ok. Alors après, qu'est-ce qu'il nous manque? Donc là, on a établi à deux endroits différents les termes de l'énergie mécanique. Montrer alors que l'expression littérale de la hauteur maximale H atteinte par le jet d'eau peut s'écrire. Donc E dans l'énoncé, H, ça correspond à mon Z max. D'accord? Ça reviendra exactement au même. On va simplement dire que Z max, ça devrait être égal à V carré sur 2G. Et vous allez voir, c'est assez facile à établir. Expression de Z max égale H. Alors, expression de H, pour reprendre les notations d'énoncé, et nous on va préciser que d'après ce qu'on avait noté, c'était Z max. Alors c'est quoi l'argument fondamental que vous allez utiliser pour répondre à cette question? Il y a une phrase à citer dans le texte. Bah alors, exactement. Toute force de frottement, voilà, toute force de frottement sera négligée. Quelle en est la conséquence? Donc du point de vue énergétique, qu'est-ce qui se passe lorsque toute force de frottement est négligée? Exactement. L'énergie mécanique est conservée. Donc ça, il faut que vous le notiez, il faut le dire. C'est votre argumentaire scientifique. Et à partir de là, vous en découlez les équations. D'accord? Donc, comme toutes les forces de frottement sont négligées, l'énergie mécanique du système se conserve.
Ça veut dire que delta EM est égal à 0. La variation de l'énergie mécanique est nulle. Si la variation de l'énergie mécanique est nulle, ça veut dire que quand je prends deux points distincts de la trajectoire de mon système, l'énergie mécanique en ces deux points sera la même. Or, nous, on a deux points particuliers, à la surface et au maximum de la trajectoire, à la hauteur h que l'on veut. Donc le fait d'écrire que delta EM est égal à 0, ça revient exactement au même que de dire que l'énergie mécanique en Zmax est égale à l'énergie mécanique à la surface de Z égale 0. Donc les deux égalités que vous avez écrites à la question 1A et 1B, ici, doivent fournir le même résultat. Et au final, mathématiquement, on n'a plus qu'à écrire que M G Zmax est égal à 1 demi de M V carré sur phase. Et là, c'est plus des maths. D'accord ? Équation du premier degré, afin que vous exprimiez l'altitude Zmax. Le système est conservatif. D'accord ? Alors oui, on aurait très bien pu écrire, comme toutes les forces de frottement sont négligées, le système est conservatif. D'accord ? Et ça revient au même d'écrire que delta EM est égal à 0. Exactement pas. Donc, vous voyez, il y a plusieurs méthodes, de méthodologie de façon à exprimer les choses. Donc, on a cette petite équation. Après, ça va vite. D'accord. Je peux effacer, c'est bon, à droite. Donc de là, moi je cherche à isoler Zmax. Qui est égal à H. Les masses se simplifient, et tout ce qu'on a à faire, c'est de diviser l'ensemble par G. Donc on trouve que c'est égal à V carré, la vitesse de sortie de l'eau à la surface, divisé par 2G. Et c'est bien ce qu'il nous demande. Donc après, à partir des informations, question 3A, application numérique. Et après, on va voir, on va comparer si c'est pareil ou pas. Alors, d'après, avant de répondre, je vais quand même mettre le titre. 3A. Calcul de H. D'après vous, on nous donne dans les données que le jet d'eau en chiffre a une hauteur de 140 mètres. Les calculs qu'on va faire par application de la formule qu'on vient de trouver ici, normalement, on devrait trouver une valeur qui n'est pas trop éloignée. D'accord ? Même si on a fait des approximations, on a considéré qu'il n'y avait pas de frottement, il y a plein de choses qu'on n'a pas considérées. On a vraiment simplifié le système à son minimum, de façon à avoir les calculs les plus simples au départ. La valeur que vous allez normalement trouver d'après ce calcul, est-ce qu'elle devra être au-dessus des 140 mètres annoncés ou en dessous des 140 mètres annoncés? Plus petite ou plus grande que 140? Exactement. Il faut qu'elle soit, normalement, elle devrait être plus grande, parce que, comme on n'a pas considéré les frottements,
Les frottements, qu'est-ce qu'ils vont avoir comme action sur la hauteur du jet d'eau? Ben, ils vont faire diminuer cette énergie, l'énergie mécanique qu'on a au départ, qui va se dissiper. Et donc, on ne va pas pouvoir fournir l'énergie nécessaire pour aller aussi haut. Donc, nécessairement, le jet d'eau aura une hauteur plus basse que celle obtenue théoriquement. Donc, expérimentalement, on va 140 mètres. Donc, en théorie, on devrait trouver quelque chose de légèrement supérieur. Alors, ce qu'on va faire, alors, h égale la vitesse de surface. 200 km par heure. Alors, c'est 200. Qu'est-ce qu'il faut que j'en fasse de ces 200? On multiplie ou on divise par 3,6 pour les convertir en mètres par seconde. On divise. Donc, divisé par 3,6 carré divisé par 2. Et ils prennent combien pour G? Et ils donnent pour. Ah si, 9,80. Et on calcule. On est parti. Alors, ça me fait 200 divisé par 3,6 carré divisé par 2 fois 9. On n'oublie pas les parenthèses au bon endroit, etc. Et je trouve 157 mètres. Donc, ce qu'on avait supposé avant, c'est correct. On a bien une valeur qui est supérieure aux 140 mètres annoncés. D'accord? Et ça me permet de vous dire que vous n'avez pas fait d'erreur de calcul, etc. L'avantage que vous avez en physique, surtout, encore plus qu'en chimie, je trouve, c'est que vous pouvez conceptualiser les choses, imaginer, en fonction du modèle que vous choisissez, quel est le résultat que vous obtenir. Et donc, au final, si vous avez la bonne valeur, que vous avez à peu près prédit avec vos mains avant, vous êtes à peu près sûr d'avoir tous les points. Et c'est comme ça qu'on travaillera beaucoup en terminale. Alors, 157 mètres. Et donc, en quoi le résultat obtenu diffère-t-il de la valeur réelle? Alors là, il y a plusieurs écoles pour pouvoir répondre à cette question. En général, quand il y a une différence, qu'est-ce qu'on doit calculer? Quand il y a une différence entre l'expérimental et le théorique, qu'est-ce qu'on doit calculer? Voilà. État. C'est quoi l'état? L'état, c'est un rendement normalement. Et le rendement, c'est plus quand on a un convertisseur. D'accord? Ça, c'était le chapitre d'avant. C'est vraiment quand on a un système qui prend de l'énergie sous une forme, en général mécanique, électrique, et qui la transforme sous une autre forme. Là, c'est pas trop ça. Et Colline, elle a raison. La marge d'erreur. D'accord? C'est l'erreur commune. Donc ça, c'est un des premiers trucs qu'on avait vu cette année. Et qu'on va souvent le faire. Alors, là-dessus, on n'est pas obligé de le faire. Mais je vous conseille à chaque fois, quand vous avez une différence entre l'expérimental et le théorique, de toujours calculer votre marge d'erreur. Comment on va appeler ça? Différence observée. 3D. Avant, on va faire un texte. D'accord? Donc le résultat, diffère de la valeur observée
puisque les forces de car, les forces de frottement ont été négligées. Les forces de frottement ont été négligées lors de l'étude théorique. Et c'est là que c'est important. En physique, on crée des modèles. Ces modèles nous permettent d'avoir une bonne approche de ce qui se passe dans la réalité. C'est sûr, les modèles ne sont jamais parfaits. Là, on a considéré, simplement pour étudier un jet d'eau, la hauteur atteinte d'un jet d'eau, un système conservatif. C'est un modèle qui est approximatif. Le résultat qu'on trouve, 157 mètres, c'est très loin de 140 mètres. Maintenant, rien ne nous empêche d'établir un nouveau modèle théorique dans lequel on va faire intervenir les frottements. Et c'est ce qu'on fait plus tard. Niveau première spécialité, vous n'avez pas encore le niveau mathématique nécessaire, le bagage mathématique pour pouvoir faire ça. Il s'agit de ça. Et en fait, dans toutes les sciences, c'est comme ça que ça fonctionne. Je vais parler pour ceux qui font MSI. Quand vous faites un programme informatique, vous pouvez écrire un programme par différentes méthodes. D'accord ? Maintenant, il y en a toujours un qui va être meilleur que l'autre. Parce que son temps d'exécution sera meilleur. Sa complexité sera plus faible. Est-ce que vous avez étudié ceux qui font MSI, est-ce que vous avez déjà parlé de la complexité? Voilà, c'est exactement la même chose. C'est un programme, on le gère, mais il y a plusieurs méthodologies pour l'écrire. Il y a toujours une méthode qui va être plus performante qu'une autre. Par exemple, il y a plein d'algorithmes de tri, et il y en a qui sont meilleurs que d'autres, en fonction de ce qu'on veut. Voilà, exactement. Le but, c'est d'optimiser. Vous optimisez votre programme de façon à le rendre plus performant. En physique, c'est pareil. On va créer un modèle mathématique qui va essayer de décrire la réalité, et ensuite, on va essayer de l'optimiser en rajoutant des nouvelles contraintes, des nouvelles données, de façon à obtenir une description de la réalité le plus proche possible. En seconde, on étudie la mécanique de façon très générale. En première spécialité, on a commencé à avoir la deuxième loi de Newton. En terminale, on va approfondir cette deuxième loi de Newton, puis on va voir en fait qu'elle ne marche pas, cette loi de Newton. Elle décrit très très bien tous les phénomènes mécaniques qui nous entourent, mais si maintenant on s'intéresse à l'étude de la trajectoire de Mercure autour du Soleil par les équations de la mécanique newtonienne, ça ne marche pas. Il y a un décalage. C'est une approximation. On trouve des résultats qui sont à peu près cohérents, mais qui ne sont pas justes. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas considéré les effets relativistes de la masse du Soleil qui est énorme et qui est très très proche de Mercure et qui perturbe sa trajectoire. Donc voilà, à chaque fois on crée des nouveaux modèles. Enfin, on ne crée pas un nouveau modèle, on rajoute des choses pour avoir une précision, une meilleure précision. Alors, on va faire le calcul d'erreur. Malgré tout. Erreur commune. Erreur de erreur. Epsilon. Alors, comment on calcule? C'est la valeur absolue de la hauteur théorique moins la hauteur expérimentale divisé par la hauteur théorique. D'accord? Alors, la hauteur théorique, c'est 957 mètres. Donc, ça nous fait 157 moins 140 sur 157. Ça devient quoi?
10,8% d'erreur. Alors, pour certains, ils vont dire, bon, 10% d'erreur, c'est pas grave, etc. Maintenant, si vous voulez de la précision sur vos mesures, 10%, 11% d'erreur, ça commence à devenir important. Et c'est vrai qu'en négligeant pas les frottements, on peut réduire cette erreur de mesure à l'ordre de 0,1%. Donc, gagner un facteur 2 sur notre résultat. Voilà pour cet exercice. Est-ce que vous avez des questions sur l'exercice 30? Ça va pour tout le monde? Ça va pour tout le monde? Ok, Clémentine. Donc comme je vous l'ai dit, ça c'est un grand classique du bac. Alors j'ai pas regardé, normalement on reparle encore d'énergie mécanique et d'énergie cinétique et potentielle. On pourra avoir de terminal SP. On aura l'occasion de revenir. Mais je ne pense pas qu'on aille beaucoup plus loin, par contre. Je pense vraiment que ça va être du rappel. Ok. Alors, on va passer à l'exercice 31. Le match de curling. Alors, je peux effacer le tableau. Ça tombe à réel parce qu'en général, on ne peut jamais à cause de lui. Miracle. Le temps qui s'allume. En attendant que ça s'allume, j'ai toujours pas de nouvelles pour les rentrées, etc. Si on va se revoir ou pas. Apparemment, les secondes, c'est mort. Mais pour les premières et les terminales, j'en ai aucune idée. C'est pas encore sûr. Et en fait, moi, ce que j'aimerais, c'est que si vous revenez en classe, qu'on fasse des TP. Puisqu'il va nous rester un chapitre. On va finir ce chapitre tranquillement. Ouais, on en saura plus la semaine prochaine. Comme toutes les semaines. Alors, hop, ma souris, elle est là. Ferme-toi. Match de terrain. Alors, mettre en œuvre un protocole. Ma femme l'oral de français, oui. J'ai entendu parler de ça. Bon, c'est vrai que ça ne me concerne pas trop dans ma discipline, mais je ne sais pas comment. Enfin, c'est pas trop mal en parler. Vous verrez bien. Alors, match de curling. L'équipe de Tom et celle de Jasmine s'affrontent lors d'un match de curling. Le match arrive à son terme et les équipes sont ex-aequo. C'est la dernière pierre de l'équipe de Jasmine. Pour gagner, il faut sortir la pierre de l'équipe de Tom de la cible. Deux balayeurs sont mobilisés devant la pierre et espèrent lui faire atteindre la cible. Donc lors du dernier lancer, l'équipe de Jasmine parvient à placer la pierre au cœur de la cible en y avançant à une vitesse de 2,56 mètres par seconde. Définir.
système référentiel, bilan des forces. Donc là, c'est bien, ça fait un petit rappel sur ce qu'on avait fait en mécanique. Et représenter un schéma. Sans faire de calcul, montrer que seul le travail d'une force est nul, identifier cette force, ceci. Calculer le travail de cette force, en déduire l'intensité de la force, et quelle est l'utilité du balayage devant la force. Donc c'est plus documentaire, il y a quelques calculs, c'est un petit mix. Ça, c'est le genre aussi de questions qu'ils aiment bien faire au bac. Quand ça part d'énergie. Ok, rien de très compliqué au final. Alors, exercice 31, page 313. Système référentiel d'études. Comment on va définir ça? Introduction. Introduction mécanique. Puisque quand on étudie un problème en mécanique, la première chose à faire, c'est toujours de définir le système, définir le référentiel d'études et faire le bilan des forces qui s'exercent sur ce système. Ça, c'est les trois premières choses que vous devez toujours faire à partir du moment où vous avez un système mécanique à étudier. Alors, système. Moi, j'aime bien le mettre en accolade. Alors, quel est le système d'études? Excusez-nous, on a tous les deux. Non, le système. Exactement. La sphère de théorie. Donc, système. Référentiel. Quel est le référentiel d'études? Terrestre. Exactement. Alors, ce qu'on va rajouter maintenant à chaque fois, référentiel terrestre, et on rajoute toujours le terme supposé galiléen. Ça va être super important pour le programme de spécialité. Voilà. À chaque fois, vous utilisez un référentiel. Pour les études de terminale, de lycée en général, ça doit être un référentiel de type bien spécifique qui doit être galiléen, c'est-à-dire où le principe d'inertie est vérifié. Alors que ceux qui vont continuer en études plus tard, si vous continuez en physique, vous verrez qu'il y a des référentiels qui ne sont pas galiléens. Là, dans ce cas-là, c'est un peu plus complexe. En fait, un référentiel galiléen n'existe pas. Le référentiel terrestre n'est pas galiléen. Pourquoi? Parce qu'il est en mouvement par rapport à autre chose. La surface de la Terre, par rapport au centre de la Terre, elle est en mouvement. Si on prenait le centre de la Terre, donc le référentiel géocentrique, ce n'est pas un référentiel galiléen en soi non plus, puisque le centre de la Terre tourne autour du Soleil. Donc on pourrait prendre le référentiel héliocentrique. Mais non, le centre du Soleil, il bouge. D'accord? Autour du centre de gravité de tout le système solaire. On pourrait prendre le centre de gravité du système solaire. Ça ne marche pas non plus, parce que le système solaire tourne autour du centre de la Voie lactée, etc., etc. Donc c'est pour ça que le référentiel galiléen, c'est simplement une hypothèse. On sait que c'est une approximation, mais qu'il va falloir aller plus loin pour pouvoir étudier de façon les choses plus précises. Maintenant, le mouvement d'un objet à la surface de la Terre, on n'a pas besoin de se placer dans un référentiel au centre de la galaxie pour pouvoir l'étudier. Ça complexifierait les choses, et ça n'apporte rien de plus. Alors, un système bilan des forces.
Quelles sont les forces qui s'appliquent sur votre système? La première qu'on n'oublie jamais. Ouais. Alors, le frottement, c'est la dernière qu'on met, mais ça me va. Gravité, ok. Le poids. Alors, c'est vrai que force de gravité et poids, c'est la même chose. Lorsqu'on est à la surface de la Terre, le poids, c'est le cas particulier de la force de gravité, de l'attraction terrestre sur votre système. Donc, on parle plutôt de poids. D'accord? Donc, première force, le poids, c'est qui est vertical vers le bas et de valeur C est égal à une. Après le poids, on met quoi? La réaction du support. Très bien. Réaction est verticale. En fait, pour être plus précis, parce que sinon vous allez toujours me mettre vertical, on va mettre perpendiculaire au sol. Comme ça, je suis sûr que vous mettez toujours la bonne réponse. Perpendiculaire au sol, vers l'eau. Et alors, on peut dire que c'est F. Et il nous reste une troisième, celle que Quentin a dit tout de suite. Les frottements. D'accord? Puisque je vais bien préciser qu'on ne néglige pas les frottements. Alors, caractéristiques des frottements. Comment vous allez pouvoir les définir par rapport au support pour une direction? Alors, je suis d'accord, opposé au mouvement, ça va nous donner un sens. Mais une direction, ça me donne un petit peu. Le long du support, ça me va. Voilà, moi je préfère parallèle au support. Vertical, qui a osé me dire vertical? Clémentine, vertical, horizontal. Donc, la direction parallèle au sol, parallèle au support. Pour le sens, opposé au mouvement. Et pour sa valeur, c'est F. Je ne peux pas encore la qualifier si elle ne l'est pas dit. D'accord? Donc là, on a fait notre bilan des forces. Il nous demande sûrement un schéma à la fin. Et il est représenté sur un schéma. Bah, faisons un schéma. Le sol. La pierre de curling. D'accord? Et ensuite, on a fait appliquer nos forces. Alors, le poids. Vertical, vers le bas. La réaction du support, vous faites une flèche par du sol qui doit avoir à peu près la même longueur que le poids. Si on définit le sens du mouvement vers la droite, mouvement, ce qu'on peut dire, c'est que la force de frottement s'applique ici. Voilà le schéma qu'on vous demande.
Est-ce que ça va? Pareil, classique, exercice assez simple. Donc il faut maîtriser. Alors en 2, sans faire de calcul, montrer que le travail d'une seule force est non nul, identifier cette force. Donc avant de rédiger, qu'est-ce que vous allez dire? Quelle est la seule force qui travaille? Alors, j'aime pas trop comme tu le rédiges, mais je vois pour l'or, PR égale 0. Si tu me dis que PR égale 0, ça veut dire que la norme de P et la norme de R sont nulles, alors que non, elles ont quand même une certaine valeur. Donc, oui, ce sont bien les frottements qui vont travailler. Alors, je pense qu'enfin tu veux mettre P plus R en vecteur, mais tu ne peux pas le faire là-dessus. P plus R est égal au vecteur nul, je suis d'accord. C'est pas ça qui justifie que le P et R sont des forces qui ne travaillent pas. Alors, l'or perpendiculaire au sol, oui, c'est vrai. Et donc, pourquoi le fait que les forces P et R sont perpendiculaires au sol font qu'elles ne travaillent pas? Elles ne participent pas au mouvement. C'est pas qu'elles se compensent. C'est vrai qu'elles se compensent, mais ça ne va pas justifier le fait que le travail est nul. Oula. Normal au sol, oui, ça me va. Voilà, je préfère quand c'est écrit. Exactement. Puisque le travail d'une force, c'est la force scalaire, le déplacement. Donc c'est pareil que dire que c'est la norme de la force fois la norme du déplacement, multipliée par le cosinus de l'angle entre ces deux vecteurs. Or, si la force est perpendiculaire au déplacement, l'angle qui existe entre la force et le déplacement, c'est 90 degrés. Donc cosinus de 90 degrés, c'est 0. D'accord? Donc la justification, c'est simplement du fait que P et R sont des forces qui sont perpendiculaires au déplacement. Ah, on va le rédiger. Alors, petit 2. Travail nul. Par définition, du travail d'une force F. Je vous rappelle que cette définition, c'est une approximation qui n'est pas tout à fait exacte. Sur un déplacement AB. On dit que le travail de la force sur le parcours AB est égal à la force scalaire AB. Chose que vous pouvez dire que c'est la norme de F fois la norme de AB multipliée par le cosinus de l'angle entre les deux. Ainsi,
comme P et R sont perpendiculaires, donc elles ont une direction perpendiculaire au déplacement, perpendiculaire au déplacement. Vous pouvez dire que le travail sur AB du poids est égal au travail de la réaction est égal à 0. Ok. Ainsi, Seule la force de frottement. encore une fois de la question, on dit la même chose. Possède un travail génère un travail, génère un travail. Voilà pour cette question. Calcule le travail de cette force s'appliquant sur le système pour le lancer de l'équipe de Jessie. 3. 3. Calcul de W F sur AB. Voilà, on a déjà donné la définition. Donc on y va. W AB F est égal à norme de F. Alors, on va la réécrire complète. F c'est AB, c'est-à-dire norme de F, norme de AB, cosinus de F AB. Ce qui nous fait Ah mais non, ça va pas. Excusez-moi. On ne peut pas le faire comme ça, puisqu'on n'a pas la valeur de la force de frottement. Excusez-moi. Donc oui, comment on va faire? Moi, je partais du principe qu'on avait la valeur de F. Et au contraire, on veut trouver la valeur de la force de frottement. On a la masse de la sphère. Ouais, je sais pas si on a la masse. Ouais, des objets circulaires de 20 kg. Et alors, nous on avait dit que la variation d'énergie cinétique
est égal à la somme des travaux des forces. Oui. On peut aussi utiliser le théorème de l'énergie mécanique, qui vous dit que la variation de l'énergie mécanique est égale à la somme des travaux des forces non conservatives. Exactement pour l'or. Les deux méthodes sont bonnes. Il n'y a aucun souci. Ça reviendra exactement au même. Donc je vais marquer les deux méthodes, on en résolvera. Au final, ça donnera le même résultat. Donc, méthode 1, en utilisant le TEC, théorème de l'énergie cinétique. Qui vous dit que delta EC est égal à la somme des travaux de toutes les forces EC. Donc ce que vous avez, c'est que EC en B moins EC en A, comme il n'y a qu'une seule force qui travaille, c'est le travail de la force de frottement, c'est W AB de la force de frottement. Et comme vous avez 1 demi de M de D carré moins 1 demi de M dA carré est égal à WAB de S. Ça, c'est égal à 0. Pourquoi? Pourquoi l'énergie cinétique au point final, au point d'arrivée, est nulle? Voilà. À la fin, la sphère s'arrête, elle est immobile. Donc au final, on dit juste que WAB de la force de frottement est moins 1 demi de M de la carré. Donc ça, c'est en utilisant le théorème de l'énergie cinétique. Deuxième méthode, en utilisant le théorème de l'énergie mécanique. Méthode 2. Donc ce que je note, c'est M, théorème de l'énergie mécanique, qui vous dit que la variation d'énergie mécanique est égale à la somme des travaux sur le parcours des forces non conservatives. D'accord? Le poids et la réaction sont des forces conservatives, donc au final, on a juste que EM en B moins EM en A est égal au travail de la force de frottement. Or, le mouvement est horizontal, donc l'énergie potentielle de pesanteur au point A est égale à l'énergie potentielle de pesanteur au point B. Et on se retrouve à 1 demi de M dB carré moins 1 demi de M dA carré égale WAB de la force de frottement. Donc en fait, c'est exactement la même équation. Donc quelle que soit la méthode que vous utilisez, ça revient au même. Okay, personnellement, je préfère le théorème de l'énergie cinétique. Parce que moi, ça considère toutes les forces. Et parfois, peut-être que vous tomberez sur une force, vous ne saurez pas si elle est conservative ou pas. Donc, vous risquez de vous tromper. Maintenant, si vous êtes sûr de vous, ça me va. Alors, il faut le calculer.
va faire l'application numérique. Donc là, c'est pareil. Sur la même équation. Application numérique. WAD 20 kilos. 1 demi. La masse, elle vaut combien? 20 kilos. 1 demi. 20. Et la vitesse à laquelle est lancée la pierre de curling au départ, 2,56 mètres par seconde. 2,56 au carré. Est-ce que je peux effacer à droite? J'ai fait un oui, si j'ai pas de nom, j'efface. Hein. Allez, 2 oui. Alors on les monte. Hop. Alors ça donne quoi? W, A, B, de F égale. Donc 20 divisé par 2, 10, moins 10 fois 2,56. Alors en chiffre significatif, 2, puisque la masse est à 2 chiffres significatifs. Donc ça fait du moins 66. Ah, énorme. L'unité d'un travail, c'est quoi? Bien. Le joule. On est bien l'intensité de cette force. 4. Intensité de F. Alors c'est là justement qu'on va utiliser ce que je voulais faire à la question précédente. D'accord? On revient à la définition. Donc par définition du travail d'une force. Par définition du travail. WAD F c'est égal à F salaire AB. Donc, ça c'est équivalent à écrire. Alors, je ne vais pas remettre le symbole norme, hein. Désolé pour les profs de maths, mais je trouve que c'est trop long à écrire à chaque fois. Donc, je vais juste noter la lettre sans la flèche. Donc, ça c'est F fois AB fois le cosinus qui sépare de l'angle qui sépare F de. Et donc, au final, ça me permet d'écrire que F, donc la norme, l'intensité de la force de frottement, c'est le travail de cette force divisé par la distance parcourue, divisé par le cosinus de l'angle qui sépare la force du déplacement. Il y a tout à calculer. Je suis sûr que ça m'a beaucoup connecté. Tiens, je vais voir si c'est pour aller. Ouais, j'en ai. Validé. Validé.
Est-ce que ça va? Vous suivez? Tout va bien? Pas de questions? Je repense à un truc. C'était le premier cours qu'on avait fait cette année. En présentiel, bien entendu. Et où j'avais commencé à mettre des équations, etc. Et il y avait ils commençaient à dire, mais on va jamais y arriver, etc. Je suis désolé, mais maintenant, quand je commence à voir le tableau, ben, vous voyez que toutes ces équations, ben, ça vous pose plus trop de problèmes, j'ai l'impression. Maintenant, il faut juste un peu plus de rigueur et ça passera. Allez hop. On fait notre calcul. Donc application numérique. On a calculé moins 66 joules divisé par le déplacement. Alors une porte d'eau de 28,35 mètres. Et le cosinus entre la force de frottement et AB, ben, c'est 182. Donc en fait, ça fait 66 sur 28,35. Je trouve 2,3 joules. Newton, pardon. Ok, Lucas. Dernière question, quelle est l'utilité du balayage devant la pierre? Le fait de balayer la glace, ça va échauffer la glace. Et donc qu'est-ce qu'elle va faire, la glace? Exactement, elle va fondre. Le fait qu'elle fonde, ben, ça va permettre d'améliorer le glissement de la pierre sur cette glace. Il va y avoir une pellicule d'eau qui va se former, et donc la pierre va continuer à glisser. Donc le fait de balayer, ça permet de réduire, voire carrément supprimer les forces de frottement. D'accord? On va aller les deux. Permet de réduire voire supprimer les frottements. Voilà pour cet exercice. Alors j'en ai prévu deux autres. Je pense pas qu'on puisse faire les deux. Le 33, quoi qu'il arrive, on va le faire. C'est un problème. Et le 35, c'est quoi? On verra après. Mais en tout cas, le 33, il faut absolument le faire parce que c'est un classique. Et une colline, du coup, ça diminuera les frottements. Donc si on a donné trop de vitesse à la pierre lors du lancer, on ne va pas beaucoup frotter.
justement pour que les frottements soient plus importants. Par contre, si on a lancé la pierre avec trop peu de vitesse au départ, forcément, il va falloir frotter beaucoup de façon à enlever les frottements et qu'elle arrive à atteindre le centre de l'acier. Alors, est-ce que c'est bon pour cet exercice? Il y a des questions ou pas? Apparemment, oui. Alors, ce que je vais faire, je vais réussir à faire une partage d'écran quand même. Sinon, on jouerait. Là, je vous amène là. Je retente le partage d'écran. 1, 2, 1, 2, le micro marche. Mais l'écran ne veut pas se partager. Vous allez venir tous les jours? Ah, moi, je viens tous les jours depuis le début. D'accord. Mais je ne veux pas le savoir si vous voulez monter les chaises. Oui, bien sûr. De faire désinfecter les chaises et les monter. Bien sûr, pas de souci. Pas aujourd'hui, hein. Si je viens de... D'accord. Merci. Partage d'écran, bah ça marche pas. Vous avez le son encore ou pas? Bon. J'abandonne. Je partage l'écran, il veut pas. Alors. Oui. Et ça, je sors le bout d'avant. Data, ouais, donc c'est celui-là. Donc suite à une chute, un alpiniste se retrouve suspendu au bout d'une corde de longueur L. Il essaie d'atteindre une plateforme voisine. L'angle θ que fait la corde avec la verticale dépend de l'agitation de l'alpiniste et doit atteindre 40 degrés pour que l'alpiniste puisse rejoindre la plateforme. La corde supporte des tensions inférieures à 3500 N. C'est-à-dire que si la tension de la corde est supérieure à 3500 N, la corde casse et l'alpiniste tombe. Voilà. La question, est-ce que l'alpiniste peut rejoindre la plateforme sans risque? Donc, quand on modélise la situation, on a notre alpiniste qui est là et il veut se balancer de façon à pouvoir atteindre la plateforme. Est-ce qu'il peut le faire ou pas? Moi, il doit plutôt attendre des secours. Donc, qu'est-ce qu'on vous donne comme document? Alors, on schématise la situation. Le point d'ancrage de la corde est ici. L'alpiniste va devoir donner une certaine énergie, une certaine agitation, afin de passer de ce point θ à ce θ max pour lequel il peut atteindre la plateforme. Les données, la masse de l'alpiniste et de l'équipement, l'intensité de champ de pesanteur. Et
Et on vous décrit quelque chose. En appliquant la deuxième loi de Newton sur le système alpiniste et l'équipement, on arrive à montrer que la tension de la corde, ce sera égal à mg cos θ plus md carré sur L. Alors ça, c'est une démonstration que on ne vous demande pas au niveau première parce que vous n'avez pas encore l'intégralité de la deuxième loi de Newton pour pouvoir résoudre ce problème. Et ça, l'an prochain, vous saurez établir ce type d'équation sans problème. Donc voilà l'expression de la tension de la corde. Avec ces données, répondre à la question. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une résolution progressive. Alors, ça. Donc le 33, page 314. En fait, toute la question, l'alpiniste peut-il rejoindre la plateforme sans risque, ça revient à calculer la valeur de la tension de la corde lorsque il est à l'angle maximal, c'est-à-dire pour θ max égale 40 degrés. Okay. Alors comment on va rédiger ça? Le problème, se réduit à calculer la tension de la corde, la tension T de la corde, lorsque θ égale θ max. Alors, comme on nous donne la relation, on nous le donne d'après l'énoncé. Alors, on vient juste avant et la comparer à la limite des 3500 newtons. D'après le document, c'est combien? D'après le document. Donc on vous dit que T, c'est mg cos θ plus md carré sur L. Plutôt tout à l'heure, après, si on a le temps, je ferai un truc. Donc, M, on le connaît. G, on le connaît. Cos θ, on va l'appliquer pour θ max. M, on le connaît. Est-ce qu'on nous donne la longueur de la corde? Non. C'est bizarre. Et on n'a pas la vitesse non plus. Donc, nous avons un problème. Alors, comment on va faire? Je réfléchis un petit peu. Mais peut-être qu'on n'est pas à la longueur de la corde. Ouais, elle n'est pas donnée. Donc il faut un truc où il n'y ait pas l'expression de la corde à la fin. Comment pourrait-on faire?
Limite. Alors, je vais refaire le schéma. Donc, ici, un peu plus loin, là le schéma vertical, je vais appeler ce point O, mettre un angle θ quelconque, et là, c'est θ. Voilà. Et la corde, c'est L de longueur. Ouais, mais je pense il va falloir pouvoir établir une expression. On pourrait obtenir la longueur de la corde, je pense, mais c'est pas le but. Donc, il va falloir qu'on trouve quelque chose. Déjà, on va faire une hypothèse. On va considérer que le système est conservatif, donc il n'y a pas de frottement. Considérons un système conservatif. Le point, le frottement, seront minimalisés. Parce que je ne parle pas des frottements vivants. D'accord? Et donc, ce que l'on peut dire, c'est que si le système est conservatif, l'énergie mécanique se conserve. Donc ce que l'on va avoir, c'est delta EM égale 0. Je vais considérer mon point H. C'est le point que l'alpiniste va atteindre. Ah non, il aura fait A, pardon. A. Donc, ce que l'on peut dire, c'est que si l'énergie mécanique se conserve, l'énergie mécanique qu'on a en A va être la même que l'énergie mécanique qu'on est quand on a la verticale. Ce qu'on peut dire, c'est que EM en A est égal à EM en O. Alors, qu'est-ce que je vais en faire de ce truc? Ouais, on va regarder ça comme ça. Alors, ça c'est équivalent à dire que l'énergie cinétique au point A plus l'énergie potentielle de pesanteur au point A doit être égale à l'énergie cinétique en haut plus l'énergie potentielle de pesanteur au point A. Alors, on a des énergies potentielles de pesanteur, il faut prendre une référence de l'énergie potentielle. Où est-ce que vous voulez qu'on prenne notre origine des potentiels? Deux choix, soit en haut, soit en A. Les deux fonctionnent. En A, si tu veux, c'est un peu plus complexe. Moi j'aurais fait en haut, mais si tu veux, on le prend en A. Ah, ils sont deux à l'avoir dit en A. Bon bah, prenons en A. Je l'avais pas fait comme ça. Considérons l'origine des potentiels en A. C'est-à-dire que ETPA égale 0. Ainsi, comment vous calculez EPTO? On va dire que ça, c'est une hauteur H. Alors, que vaut l'énergie potentielle de pesanteur en haut si vous avez pris l'origine de vos potentiels en A?
Alors, bah alors, ah non Clémentine, si tu prends l'énergie potentielle, l'origine des potentiels en A, forcément quand tu as une différence d'altitude au point O par rapport au point A, ça ne peut pas être aussi égal à 0. Exactement Lénia, elle va être négative, puisque le point O se situe plus bas que le point A. Donc en fait, on va avoir moins mgh. Ça, c'est l'énergie potentielle au point O, parce que vous avez pris l'origine des potentiels au point A. Si on avait pris l'origine des potentiels au point O, quelle aurait été l'énergie potentielle de pesanteur au point A? Exactement là, mgh, puisque ça aurait été plus. C'est un point qui est difficile pour vous, ça. Et ça reste compliqué même dans les études supérieures où on oublie tout le temps cette origine des potentiels, de bien le préciser à chaque fois. Donc, j'espère arriver à vous faire comprendre ce petit piège et de bugger de temps en temps. Donc au final, qu'est-ce qu'on a? Le C en A. Quelle doit être la vitesse de l'alpiniste quand il arrive en A? Nul. Exactement. Donc ça, on peut le tirer. C en A égale 0. EPPA, on a aussi dit que c'était égal à 0. Ça fait 0 égal. Donc ça aussi c'est nul. EC en haut, c'est 1 demi de M V au carré. On a dit que EPP 0 c'est moins MGH. On va pas mal. Sauf qu'on n'a pas de 0. Problème. Comment obtenir des zéros? En plus, on n'a pas de T là. Ça, je sais pas si c'est l'envoi. On avait... Donc, ce qu'on peut dire, deux forces. La tension au point O est égale à mg cosinus 0 plus, c'était quoi la formule? mv carré sur L. Non, m v carré sur L. Ah, c'est ça que c'était... Non. Et 0. Cosinus de 0, ça vaut combien? Alors, cosinus de 0 1. Donc au final, c'est mg plus m de 0 carré sur L. Donc la tension au point 0, c'est mg plus m de 0 carré sur L. D'accord? Donc au final, j'ai deux équations. Une équation ici, une deuxième équation ici. Alors, de la première, de l'équation 1, je peux dire que V0 carré, c'est égal à 2GH. Et de la deuxième équation,
je peux dire que la tension de ma corde, c'est en haut, est égal à, c'est bien, M en trop. Non, ça va. Mg plus M fois 2GH sur L. Donc en fait, je peux dire que la tension qui m'intéresse, c'est Mg facteur de 1 plus 2H sur L. Il y a le L qui m'embête, mais il y a aussi mon H qui m'embête. Alors si on regarde, je suis là je suis au point O, là je suis au point A, ça c'est ma hauteur H, là j'ai L, là j'ai θ. Comment est-ce que je peux relier L avec H? Ah. Pourquoi c'est coupé? Ah oui, merci. Désolé. Pardon. On va noter ça. On va finir là-dessus, parce qu'on est presque au bout en fait. La longueur de la corde est constante. Alors qu'on soit au point A ou au point O, on a le rayon d'un cercle. Donc, vous savez que tout ça, ça fait L. Donc, ce que l'on peut dire, c'est qu'on va pouvoir exprimer H en fonction de L. Pourquoi? À quoi est égale cette longueur? C'est égal à quoi ça? Donc, ce trait orange, par rapport à L, comment vous pouvez le calculer? Alors, L moins H, je suis d'accord. Sauf que tu ne connais ni L et tu ne connais ni H. Mais par contre, il y a une indication avec θ max. Comment tu peux relier L, θ max et cette longueur orange? Exactement, par le cosinus. Vous pouvez dire que cosinus de θ max, c'est l'adjacent, donc c'est la longueur qu'on cherche là. Donc c'est égal à L multiplié par cosinus θ max. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Cette longueur ici, c'est L fois le cosinus de l'angle. Et donc, il y a une relation qui nous permet de dire que petit h est égal à grand L moins L cosinus θ max. C'est-à-dire L facteur de 1 moins cosinus θ max. Ce h que je peux remplacer dans mon expression ici. Ce qui va me donner quoi? Ainsi. Et la tension qu'on cherche, ça va être Mg facteur de 1 plus 2 L 1 moins cosinus θ max
divisé par L. Et au miracle, les L se simplifient. Et il nous reste que T est égal à NG, facteur de 1, plus 2 moins 2 cos θ, c'est-à-dire que T est égal à NIV, facteur de 3 moins 2 cos θ. Max. Oui, c'est juste. Et voilà l'expression de la tension. D'accord? On n'a plus qu'à la calculer parce que là on connaît M, on connaît G, et on a l'angle maximum qu'il doit atteindre. À partir de là, on les compare. Et c'est fini. Alors je passe juste le dessus pour faire l'application numérique. Application numérique. Donc, la masse de l'ensemble, c'est quoi? 85 kg. Masse 81. 3 moins 2. Cosinus de 40 degrés. On prend la calculette. On vérifie qu'on est bien en degrés. Donc, mode. Je suis en degrés. Tout va bien. Pourquoi ça marche? Bon. Parce que j'ai fait une bêtise. 85 fois 9,81 multiplié par 3 moins 2 fois cosinus 40. J'ai 1224 newtons. Et au max, on devait avoir combien? 3005. Donc, c'est inférieur à 3500 newtons. Accordez-vous. Voilà. Ce qui termine, alors je sais pas si on fera le soin à la perche, je regarde juste, ou si on commencera, je pense qu'on commencera le prochain chapitre en fait. Donc là, le dernier chapitre de l'année, comme ça on prend un temps, et c'est un chapitre qui est important. En attendant, j'ai toujours pas fait le quiz pour ce chapitre. J'ai mis à pied. Bien entendu, vous aurez plus de temps pour le faire, ne vous inquiétez pas. Et je vous enverrai un mail dès que c'est prêt pour que vous puissiez le lancer. Est-ce que je peux vous lancer une activité déjà? Non. Non. Voilà, donc je vais couper l'enregistrement.